Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui donc cette conférence qui s'intitule Rôle et perception des plantes au sein de la société contemporaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et avant je vais me présenter effectivement. Donc comme Nathalie le disait, je suis enseignant-chercheur à l'université de Tours. Donc j'enseigne toutes les disciplines du végétal et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Biomolécules et Biotechnologies végétales. Alors au cours de mon diaporama, je reviendrai sur l'activité justement que l'on a dans cette équipe, et je m'occupe aussi d'un master qui s'appelle Plantes et Sociétés. Je vous en parlerai un petit peu aussi. Voilà. Alors le titre, effectivement, ça concerne les différents rôles que l'on attribue aux plantes, et j'ai rajouté la perception, parce que la perception que l'homme a des plantes a beaucoup évolué, notamment dans les dernières années, et je trouvais intéressant de faire le parallèle entre justement les rôles et la perception des plantes. Donc voilà, on va y venir. Alors tout d'abord, le premier rôle, la première utilisation que l'homme a fait des plantes, en fait, il faut remonter au début de l'histoire entre l'homme et les plantes, c'est-à-dire quand les espèces humaines sont apparues sur Terre, et notamment notre espèce, Homo sapiens, qui a utilisé les plantes en premier finalement pour se nourrir. Et les plantes pour se nourrir, ça a permis certainement à Homo sapiens, de notre espèce, de pouvoir résister aux différentes intempéries, aux différents changements climatiques, etc. à l'époque. Et surtout, Homo sapiens a mis en place l'agriculture. L'agriculture est apparue au néolithique, où finalement l'homme a, par la domestication d'animaux et de plantes, a réussi à survivre en restant fixé à devenant sédentaire en fait. Et cette agriculture, finalement, elle a peu évolué pendant les siècles. Et vous savez que on a connu, et notamment en Europe et en France, de grandes périodes de famine. Et il a fallu attendre finalement relativement récemment, c'est-à-dire le XXe siècle, pour voir des avancées majeures en agriculture, avec notamment le développement de l'agronomie. Cette nouvelle discipline qui a permis notamment de développer des nouvelles variétés végétales, donc la sélection variétale, qui a permis d'améliorer la qualité des plantes cultivées, la productivité, la qualité nutritionnelle, etc. Et cette agronomie, en fait, cette discipline a permis de comprendre et de connaître ce qu'on appelle l'agrosystème, c'est-à-dire, par exemple, les cycles de culture, les différentes variétés de plantes cultivées, mieux connaître les maladies qui touchaient les plantes et les bioagresseurs, la création variétale, je viens d'en parler, mais cette agriculture intensive, qui était vraiment l'agriculture après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, cette agriculture intensive, elle a répondu aux attentes d'une population croissante, mais c'était un système très artificiel, cette agriculture intensive, tout simplement parce que c'est un système qui n'est pas durable. Ça veut dire qu'il faut lui amener des choses, et c'est ce qu'on appelle notamment des intrants. Ça veut dire, vous savez tous que certaines cultures nécessitent beaucoup d'eau, elles nécessitent des engrais, des amendements pour amender le sol, pour l'enrichir, parce que le sol s'appauvrit, des produits phytosanitaires. Pourquoi des produits phytosanitaires ? C'est des produits chimiques qui sont là pour lutter contre les agresseurs et les maladies des plantes. Il faut savoir que le système d'agriculture intensive, avec ce système-là, il faut savoir que chaque année, il y a 20 à 30% des plantes cultivées qui sont détruites par an. Ceci, malgré en fait l'utilisation, par l'action évidemment de prédateurs, d'insectes herbivores, de différents micro-organismes, virus, bactéries, etc. Et cela même malgré la grande utilisation, l'énorme utilisation de produits phytosanitaires de toutes sortes, des fongicides, des insecticides, des bactéricides. Ça veut dire que sans ces produits-là, on aurait 80% de la production mondiale qui serait détruite. Ce qui vous montre bien que c'est une production qui n'est pas du tout en fait durable, qui n'est pas capable de s'auto-entretenir. Il faut une intervention très forte de l'homme. Alors du coup, cette lutte chimique, d'ailleurs, à partir des années 70-80, ça a été un peu le moment du virage. On s'est rendu compte que cette agriculture intensive et la lutte chimique, notamment contre les prédateurs, atteignait des limites, parce que il y a des produits résiduels, des toxicités résiduelles dans le sol. Les micro-organismes avaient des résistances, comme les insectes. Donc on arrivait à un peu une impasse. Et finalement, depuis les années 2000, on s'est aussi rendu compte d'une problématique liée à l'agriculture intensive. C'est en fait une homogénéisation
des génétiques, hein, des cultures, qui entraînent en fait une érosion de la variabilité génétique. Je vais peut-être plutôt regarder mon écran parce que l'écran est très haut ici et je tourne la tête, je vois plus ce qu'il y a en haut. Donc je vais suivre là en même temps. Donc cette érosion de la variabilité génétique qui était liée effectivement au fait que on a perdu effectivement la diversité génétique des espèces cultivées. Vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure, que ça a une importance de garder toute cette variabilité génétique. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une perte de la biodiversité des écosystèmes. Par exemple, un des exemples typiques, c'est lorsqu'il y a eu le remembrement, et où ici vous avez une photo d'un bocage traditionnel dans les années 1945, et où le remembrement agricole des années 60-80 a détruit en fait plus de 750 000 km de haies en France. Donc on voit qu'effectivement, non seulement on a une perte de variabilité génétique des plantes, mais aussi une perte de la biodiversité des écosystèmes. Et donc, depuis effectivement le point marquant en 2014, le Grenelle de l'environnement, on commence effectivement à réfléchir à la préservation de la biodiversité et aller vers une agriculture plus durable. Du coup, en fait, à partir de cette idée d'avoir effectivement du végétal comme source de nourriture, mais dans un contexte de développement de production durable, on arrive à une nouvelle discipline qui s'appelle l'agroécologie, où là, effectivement, cette agroécologie va essayer de mettre en place des systèmes de culture, d'agriculture, donc durable. Alors, vous connaissez certainement des exemples, des pratiques concernant cette agroécologie. Ça peut par exemple être l'agroforesterie, qui développe par exemple un mode d'exploitation des terres agricoles en mêlant des arbres et des cultures, ou des arbres et de l'élevage. L'intérêt de tout ça, c'est qu'il y ait des co-bénéfices entre ces différents éléments de l'écosystème. Un recyclage des nutriments, ça concerne effectivement des puits, ça peut être un puits à carbone, ça peut être une protection des sols contre l'érosion, ça peut être aussi un équilibre hydrique du sol. De manière générale, c'est recréer un écosystème plus naturel. Autre exemple, vous connaissez aussi peut-être la permaculture. Alors la permaculture, c'est un terme qui veut dire normalement culture permanente. Dans le club, on englobe beaucoup de choses. Ce qui est surtout important dans la permaculture, c'est qu'en fait, on essaie de recréer un écosystème durable, ce qui n'était absolument plus le cas avec l'agriculture intensive. Ça veut dire que là, par exemple, on va associer différentes espèces végétales, on va avoir surtout un travail qui justement, aucun travail du sol, parce que plus on travaille le sol, plus on dégrade le sol, on érode le sol, et ça c'est encore une problématique actuelle où on perd énormément de sol arable lié à l'érosion. Donc tout ça va faire qu'effectivement, sans apport d'intrants, on est capable de recréer en fait un écosystème durable. C'est aussi bien sûr des labels qui vont certifier ça. La filière bio, tout le monde connaît maintenant effectivement, qui permet d'assurer effectivement un certain contrôle dans les productions des produits donc marqués, labellisés AB. C'est aussi la diversité végétale que l'on essaie de développer variétale dans les modes de culture, et notamment ce qu'on appelle les plantes de service. Alors on pourrait appeler les plantes de service, ou même, je dirais même ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes. Alors parmi les plantes de service, on a par exemple des plantes qui vont être qui vont être en rotation avec les cultures, qui vont par exemple être des pièges à nitrate, qui vont apporter du nitrate aux cultures sans avoir besoin d'en rajouter. Cela peut être aussi des protections de sol. On fait ce qu'on appelle du couvert végétal. Pendant des périodes hivernales, on ne laisse plus les sols nus parce qu'ils sont très sensibles à l'érosion. On va mettre des plantes qui vont recouvrir le sol et qui peuvent aussi enrichir le sol. C'est aussi la lutte contre les bioagresseurs en recréant un écosystème, puisque ces plantes de service vont attirer par exemple des prédateurs qui vont aller ensuite prédater justement des insectes qui ravagent les cultures. Donc c'est vraiment repenser complètement en fait cette organisation. C'est aussi un effort important sur la lutte biologique plutôt que la lutte chimique. Je vous en ai parlé des limites de la lutte chimique. Et c'est des nouvelles stratégies de lutte contre les insectes et contre les pathogènes. Et ça fait appel en fait à un mécanisme qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire le mécanisme naturel, physiologique de défense des plantes. Les plantes ont acquis la capacité de se défendre tout à fait naturellement contre des agresseurs,
Et il a fallu comprendre ces mécanismes, essayer justement de les utiliser. Quelques exemples à tout ça. Cette capacité des plantes à se défendre, elle vient en fait d'une particularité végétale, c'est la capacité d'être des vraies petites usines à chimie. Les plantes produisent plus de 300 000 molécules différentes, qu'on appelle en fait un métabolisme spécialisé, et qui ont des fonctions et des applications, enfin des rôles très variés, par exemple comme anticoagulants, neurotoxiques, répulsifs, des substances toxiques, des antinutritifs, qui vont en fait jouer un rôle important dans la défense des plantes. Et on verra justement que l'homme utilise ces molécules, on en parlera tout à l'heure, vous verrez dans quelles conditions. Ces molécules, en fait, voilà quelques exemples pour montrer comment des plantes sont capables de se défendre, par exemple, contre des micro-organismes pathogènes. Les plantes possèdent, déjà chaque espèce possède ses propres molécules de défense, qui sont pratiquement, on pourrait considérer des antibiotiques. Par exemple, je vous donne quelques exemples, le pois, la pisatine, le raisin, enfin la vigne, le resveratrol, etc. Ce sont ce qu'on appelle des molécules, des phytoalexines, qui ont des propriétés antifongiques, antibactériennes, antivirales. Donc chaque espèce produit en fait un peu son propre antibiotique. Autre exemple, eh bien c'est à partir des années 80, on s'est rendu compte en fait du fondement génétique, c'est-à-dire des gènes impliqués dans ces mécanismes de défense, avec en fait ce qu'on appelle la relation gène pour gène. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une plante qui est capable de résister par l'évolution, une variété est capable de résister contre un micro-organisme. Et bien on s'est rendu compte que cette plante possédait dans son génome un gène qui s'appelle le gène de résistance, qui correspond à un gène qu'on appelle d'avirulence chez le pathogène. Et quand la plante possède ce gène, eh bien elle est complètement immunisée contre cette attaque. Le premier gène qui a été isolé en 1993, c'est le gène CF9 de la tomate, qui en fait, quand la tomate possède ce gène dans son génome, elle confère une résistance complète à ce champignon qui induit cette maladie qu'on appelle la cladosporiose. Donc en fait, depuis, on connaît pas mal de gènes de résistance, et par rapport à une plante sensible, eh bien, il suffit de croiser cette plante sensible avec une autre variété de tomates qui possède ce gène de résistance pour que la plante devienne résistante. D'où l'intérêt de garder la variabilité génétique, vous vous rappelez, des anciennes espèces et des espèces non cultivées, mais des espèces voisines, qui possèdent peut-être, par l'évolution, ces gènes de résistance. Donc il est absolument important de garder cette variabilité génétique. Et par exemple, on a eu beaucoup de problèmes avec le blé, parce que le blé, c'était une homogénéité de culture, et on a retrouvé quelques gènes de résistance sur les hauts plateaux boliviens avec des variétés très anciennes, très rares de blé, dans lesquelles on a pu découvrir des gènes de résistance. Autre élément, c'est par exemple comment les plantes peuvent lutter contre les insectes phytophages. Voilà un petit peu une stratégie pour vous montrer par exemple ce haricot qui est attaqué par un acarien. Eh bien, on s'est rendu compte que ce haricot, lorsqu'il est attaqué par cet acarien, va produire des substances volatiles, c'est-à-dire des substances qui se dégagent sous forme de gaz dans l'atmosphère. Et ces substances, ce qu'on appelle un bouquet volatile, eh bien, va attirer en fait l'araignée rouge qui est le prédateur de l'acarien. Donc, c'est une stratégie d'évolution, c'est-à-dire que l'araignée rouge a compris qu'avec cette odeur-là, c'était qu'il y avait la présence de sa proie. Donc, vous voyez comment, finalement, l'écosystème permet une préservation par, finalement, plusieurs acteurs et pas un seul. Et évidemment, ces substances volatiles, elles vont différer des substances émises naturellement par la plante ou même par un choc mécanique. On s'est rendu compte que c'était en fait grâce à la salive en fait, de l'insecte qu'il y avait des signaux qui étaient reçus par la plante et qui induisaient l'émission de ces substances. Autre exemple, le maïs qui est attaqué par cette chenille de papillon, eh bien, elle va produire ces molécules qui vont attirer une guêpe qui va pondre effectivement dans la chenille. Voilà encore une stratégie à trois, où la plante trouve un intérêt. Effectivement, cette relation lui permet effectivement de se défendre contre son prédateur en attirant le prédateur de sa proie. Tous ces éléments font qu'au niveau de la recherche, en fait, il y a pas mal d'efforts qui se développent dans ce domaine-là. C'est notamment, par exemple, sur la lutte biologique, c'est-à-dire en utilisant des prédateurs, des ravageurs, ou l'utilisation de biopesticides, ça se développe de plus en plus. C'est aussi
sur les mécanismes de défense naturelle des plantes en utilisant ce qu'on appelle des SDN. Les SDN, ce sont des stimulateurs de défense naturelle des plantes. Par exemple, ce sont des petits sucres. Pourquoi ? Parce que ces sucres, c'est en fait les cellules végétales, leurs parois sont constituées principalement de sucre. Et quand un insecte, par exemple, commence à vouloir attaquer la plante, il va dégrader la paroi et libérer ces petits sucres. C'est comme s'il faisait des miettes en mangeant. Et pour la plante, c'est un signal de présence d'un prédateur et elle déclenche ces mécanismes de défense. Donc si on peut pulvériser un champ avec des petits sucres qui mimeraient l'attaque, on va immuniser la plante naturellement. Ça s'appelle donc des stimulations de défense naturelle des plantes. On peut aussi travailler sur les mécanismes d'immunité chez les plantes. Même si chez les plantes, il n'y a pas d'anticorps et d'antigènes, eh bien, on connaît des mécanismes d'immunité qui s'appellent la résistance systémique acquise ou induite. C'est-à-dire lorsqu'une plante a été en contact avec un pathogène, par exemple, eh bien, elle va mettre en route des mécanismes de défense. Et si elle est en contact une deuxième fois avec ce même pathogène ou avec des pathogènes de classe voisine, elle va répondre encore plus rapidement. Et elle va préserver l'ensemble de la totalité de la plante. Ça ressemble tout à fait à de la vaccination. On est d'actualité avec ça. Donc on travaille sur ce qu'on appelle les vaccinations des plantes. C'est aussi des efforts sur, bien sûr, l'identification de ce qu'on appelle les bouquets volatiles dont je vous ai parlé, qui permettraient de comprendre, en fait, à chaque association plante herbivore, quelle odeur va permettre effectivement de défendre la plante. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement pour essayer de revenir à une agriculture plus durable et éviter évidemment les pièges de ce qu'était l'agriculture intensive. Alors, tout ça, ça s'appelle le biocontrôle, c'est-à-dire la protection des plantes par des mécanismes naturels. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur cette mise au point de ce qu'on appelle le biocontrôle. Alors, cette première partie sur les plantes pour se nourrir, il faut savoir que de plus en plus, il y a pas mal de réglementations qui vont justement contrôler, réglementer en fait ces nouvelles pistes d'évolution vers l'agroécologie. Par exemple, il y a des droits des semences, les réglementations qui concernent la culture d'OGM, des réglementations très importantes sur les intrants et sur l'eau. Il faut savoir qu'il y a des réglementations qui peuvent impacter effectivement certaines utilisations, sur la biodiversité, sur la protection des plantes sauvages, etc. Maintenant, le deuxième rôle que je voulais un petit peu développer, que l'on peut trouver chez les plantes, c'est aussi encore une utilisation que l'homme fait depuis très longtemps, puisque finalement, on en retrouve des traces sur ces papyrus égyptiens ou sur ces tablettes je ne sais plus quelle civilisation c'était. Voilà, j'ai un trou. Bon. Quoi qu'il en soit, sous l'Antiquité, voilà, on avait effectivement des recettes de décoction à base de plantes pour se soigner, c'est-à-dire les plantes pour se soigner, qui sont évidemment une utilisation très importante des plantes depuis la nuit des temps. Et je dirais qu'à l'époque moderne, s'est développée une discipline parmi les sciences du végétal qui s'appelle la phytovalorisation. La phytovalorisation, c'est-à-dire en fait de considérer le végétal comme source de molécules à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on appelle des molécules d'intérêt, et notamment d'intérêt pharmaceutique et thérapeutique, qui vont permettre de concevoir des médicaments à base de ces molécules végétales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans la pharmacopée française, 75% des principes actifs sont d'origine végétale. Ça ne veut pas dire que 75% des médicaments actuels ont des principes actifs d'origine naturelle. Tout simplement, on a copié ces molécules chimiquement. Un exemple, c'est par exemple l'aspirine. Vous connaissez l'acide salicylique, peut-être, qui est un composé du saule. Et cet acide salicylique était à l'origine extraite effectivement du saule, et c'est un composé de l'aspirine. Maintenant, évidemment, on produit l'aspirine de manière chimique. Autre exemple, la quinine, vous connaissez peut-être, qui est extraite du quinquina et qui lutte contre le paludisme. La morphine, extraite du pavot, qui est un antidouleur. Plus récemment, le taxol, qui est extrait de l'if, qui a été utilisé dans le traitement anticancéreux. Et je reviens à ce qu'on fait dans notre équipe à Tours, puisqu'on s'intéresse dans cette partie on travaille dans la phytovalorisation. À Tours, on travaille sur cette plante modèle qui s'appelle la pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus, qui produit en fait des molécules qu'on appelle des alcaloïdes indoliques monoterpéniques, qui sont notamment utilisées comme hypotenseurs, donc pour lutter contre l'hypertension, et également
la vincristine et la vinblastine, qui sont en fait utilisés comme anticancéreux dans des traitements chimiothérapiques. Donc vous voyez qu'en fait, les plantes produisent des molécules, et ces molécules, ce sont justement ces fameux métabolismes spécialisé, 300 000 molécules différentes, qui sont souvent synthétisées par les plantes pour se défendre, et que l'homme va utiliser pour produire ses médicaments. Donc en fait, au XXIe siècle, les sociétés encore pharmaceutiques sont toujours et très preneuses de molécules naturelles, c'est-à-dire d'essayer de trouver, puisqu'on n'a jamais pu, en fait, même chimiquement, avec des nouveaux procédés de chimie qui s'appellent la chimie combinatoire, c'est-à-dire de faire des molécules au hasard. Même avec ça, on n'a jamais pu imiter la nature et jamais pu synthétiser des molécules aussi complexes que celles qu'on trouve chez les végétaux. Et donc, il faut essayer de trouver, évidemment, d'aller puiser dans ces molécules, toutes les molécules qui peuvent être intéressantes. Et on recherche toujours encore ces molécules. C'est ce qu'on appelle en fait le sourcing. Le sourcing, c'est-à-dire rechercher des sources de molécules d'intérêt pour lutter contre les cancers, contre la maladie d'Alzheimer, contre le Covid, voilà, par exemple. On va chercher dans les plantes des nouvelles molécules qui peuvent être intéressantes. Juste quelques chiffres pour marquer l'esprit. On estime qu'il y a à peu près 380 000 espèces végétales sur la Terre. Seulement 2% des molécules dont je vous parlais, les fameuses molécules actives, ont été testées pour leur efficacité. Ça veut dire qu'on ne sait absolument pas ce que font les autres. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a. Et l'idée, c'est qu'on estime qu'il y aurait à peu près 28 000 espèces végétales qui auraient des vertus médicinales. Et ce chiffre, il est très certainement minimisé parce que seulement 16% des plantes utilisées comme remèdes traditionnels ont été analysées dans des publications scientifiques. Donc vous voyez, il y a vraiment un puits énorme de possibilités de molécules que l'on n'a pas testées et qui pourraient très certainement apporter des solutions pour nos futurs médicaments. Et le paradoxe, c'est qu'on a seulement actuellement 200 molécules naturelles extraites de 100 espèces végétales utilisées dans les médicaments seulement aujourd'hui. Donc vous voyez le dilemme, le paradoxe entre le potentiel et finalement le peu d'utilisation de ces molécules. Alors maintenant, comment on fait, comment les boîtes pharmaceutiques font pour faire ces fameuses recherches de molécules? Par exemple, on va faire ce qu'on appelle la bioprospection ciblée ou alors de la bioprospection systématique. Par exemple, on va analyser la richesse en molécules actives par des nouvelles méthodes. C'est grâce au progrès effectivement technique, on peut faire des méthodes de criblage très rapides où on va pouvoir analyser sur des feuilles prélevées beaucoup de molécules chimiques et voir par des tests qui sont aussi très organisés, très simplifiés, pour pouvoir trouver très vite si une molécule est intéressante ou non. Et de même, évidemment, j'oublie pas, on est à Vannes, et la bio, Nathalie, effectivement, voilà, c'est la bioprospection en milieu marin, parce qu'alors là encore, il y a une richesse inexploitée et non valorisée. Les algues, qu'elles soient macroalgues ou microalgues, présentent un réservoir de ressources naturelles énorme, peu valorisé. On estime que les espèces d'algues seraient aux alentours de 100 000, 9 000 macroalgues, mais certains disent qu'il y en a peut-être 1 million d'espèces de microalgues. Bon, voilà. Enfin, on ne connaît pas encore beaucoup d'espèces et le potentiel de molécules chimiques est énorme. Donc vous voyez, il y a de l'avenir dans ce domaine pour trouver des molécules naturelles. Alors, il y a quand même des facteurs sociétaux aussi qu'il faut avoir en tête quand on parle de cette phytovalorisation, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donc 80% de la population mondiale dépend encore comme principal traitement des remèdes traditionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux médicaments chers que nous avons en France. Et effectivement, dans ces pays comme en Amazonie, on estime qu'il y a 1300 plantes médicinales utilisées. En Afrique, plus de 2000 plantes médicinales répertoriées. Du coup, l'idée, c'est en fait de valoriser, et le terme justement est important, de valoriser justement la médecine et la pharmacopée traditionnelle, c'est-à-dire essayer d'utiliser ces informations qui sont utilisées depuis des siècles traditionnellement pour essayer de trouver les molécules qui pourraient être intéressantes. Alors là, a germé une idée qui est d'éviter en fait la biopiraterie. La biopiraterie, c'est ce qui s'est fait pendant un certain temps, c'est-à-dire que des industries pharmaceutiques vont utiliser des plantes
souvent dans des pays tropicaux, par exemple, c'est là où il y a une grande variabilité, vont exploiter les molécules de cette plante, vont à la rigueur récolter cette plante, mais ne vont le pays qui possède à l'origine cette plante ne retire aucun bénéfice de tout ça. Ça s'appelle la biopiraterie. Et là, on a développé en fait, et ça c'est issu un petit peu du protocole de Nagoya 2010, c'est en fait l'idée. Alors, ce protocole, il est dans le cadre plus général de la promotion de la biodiversité, mais notamment dans ce protocole, il est indiqué que l'industrie pharmaceutique est un acteur essentiel du marché potentiel, avec beaucoup de moyens financiers, et que du coup, elle offrirait les meilleures opportunités de valorisation économique de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui pourrait préserver en payant la biodiversité. Et du coup, est né en fait, à partir du protocole de Nagoya, une convention qui s'appelle en fait l'accès au partage des avantages. C'est le principe d'APA. APA, donc veut dire accès et partage des avantages. Et il a été traduit dans le droit français et il est entré en vigueur en 2017. Ça veut dire que nous, chercheurs en France, si on utilise des plantes qui viennent d'un autre pays, on se doit de faire ce protocole, de suivre ce protocole. Et ça concerne toutes les ressources génétiques et aussi, et c'est important, les connaissances traditionnelles associées. Ça veut dire les méthodes de fabrication d'une décoction ou d'une utilisation. Ça concerne les acteurs de la recherche et développement public et privé. Ça concerne les départements juridiques et de valorisation des universités et des entreprises privées. Ça veut dire que tout le monde maintenant doit avoir connaissance de cette loi et doit faire en fait ce fameux contrat entre finalement le fournisseur, c'est-à-dire le pays qui va par exemple fournir cette plante, l'utilisateur, par exemple la boîte pharmaceutique, qui va établir un contrat avec comme activité comme avantage. Ça peut être des avantages monétaires, mais pas seulement. Ça peut être aussi un financement de la préservation de la biodiversité, ça peut être aussi des échanges scientifiques, ça peut être le développement, par exemple, d'équipes de recherche, de pôles universitaires, etc. Et ça, quand on fait, évidemment, c'est une prise aussi de conscience de la richesse de la biodiversité. Parce que certains pays n'avaient pas conscience de leur richesse de biodiversité, se faisaient pirater, en fait, cette richesse. Et pour certains pays, tout d'un coup, avec une convention, ça devient important de préserver leur biodiversité. Alors, je passe ça très vite. Si vous êtes intéressé pour faire de la recherche dans ce domaine et que vous utilisez des plantes, il faut remplir ce document où vous allez indiquer ce que vous allez faire, quel type de plante vous allez prendre et surtout, quelles sont les modalités de partage des avantages que vous allez mettre en place. Bien. Alors, je dois dire quand même, pour être honnête, c'est qu'après avoir questionné certains acteurs dans ce domaine, les premières années, on s'est rendu compte qu'il y avait un ralentissement de l'activité de recherche dans ce domaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Alors peut-être qu'il faut effectivement que cela se mette en place, mais certaines boîtes ont plutôt freiné en fait leur sourcing de molécules plutôt que de mettre en place ce protocole. Alors, les sourcings de plantes d'intérêt, c'est aussi, je vais parler du point de vue médical, mais on pourrait parler aussi de ce qu'on appelle le bien-être. C'est de plus en plus à la mode, et notamment en cosmétique. Sachez qu'en cosmétique, on recherche surtout, je dirais depuis la vache folle, on recherche beaucoup de molécules d'origine végétale. Et notamment, le marché de la dermocosmétique est en pleine expansion, et c'est aussi quand même un producteur, c'est le 4e secteur exportateur en France. Donc il y a de l'argent, effectivement. Et ce qu'on recherche dans ces molécules, c'est des molécules antioxydantes, c'est des molécules hydratantes, nourrissantes, drainantes, mais aussi de structures comme la viscosité d'extrait d'algues pour préparer des gels, effectivement. Le bien-être, c'est aussi, je dirais, l'agroalimentaire. Et vous savez que se développe de plus en plus ce qu'on appelle notamment des colorants d'origine végétale. On appelle ça les coloring food. L'idée, c'est de remplacer les colorants E, etc., artificiels, et de mettre en fait des colorants d'origine naturelle. Le problème, c'est qu'en fait, le principal problème auquel ont été confrontées les entreprises qui ont évolué vers ces colorants naturels, c'est qu'en général, ces colorants naturels, le produit est incolore, enfin, il n'est pas coloré. Et du coup, un des arguments souvent d'achat, évidemment, il y a la qualité ou le goût, mais en deuxième vient la couleur. Et que si vous achetez un produit pour lequel vous êtes habitué de le voir coloré, je ne sais pas, en orange, et que vous le voyez
de manière pâle, vous n'allez pas vouloir l'acheter. Donc en fait, les boîtes qui veulent arriver vers de production, qui veulent arriver vers ces coloring food, recherchent des aliments naturels qui colorent en fait leur préparation, comme par exemple des extraits de betterave, des extraits de carottes, etc. Ça s'appelle les coloring food, qui vont permettre effectivement de remplacer les colorants artificiels. Enfin, en agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle aussi les novel food, ou alors les compléments alimentaires. Alors ça, il y en a partout, hein, vous connaissez tous les extraits de spiruline, etc., où on recherche effectivement des molécules d'origine végétale. Alors là, pour l'instant, c'est des choses qui sont en plein développement, parce que effectivement, ça profite d'un changement des habitudes, hein, d'abord au Japon, puis aux États-Unis, en Europe, etc., mais surtout parce que ces produits, pour l'instant, échappent au monopole des pharmaciens, et la réglementation est encore peu contraignante, avec des problématiques des fois. C'est qu'il ne faut pas oublier que certains de ces produits ont des molécules qui sont actives et donc qui sont des principes actifs comme des médicaments. Et que quelquefois on a des problèmes parce que certains produits ont été retirés de la vente parce qu'ils peuvent entraîner effectivement des problèmes. Donc tout ça, c'est des choses qui se développent parce que ces boîtes qui travaillent là-dedans recherchent plein de molécules végétales pour mettre effectivement dans leur préparation, mais avec effectivement un bémol sur effectivement la dangerosité potentielle, hein, de ces molécules. Enfin, le sourcing végétal, ça fait appel beaucoup à ce qu'on appelle des biotechnologies, c'est-à-dire, par exemple, la production de ces biomolécules par des cultures cellulaires végétales en système contrôlé. Alors, on est loin, vous allez me dire, de l'écosystème, hein, mais vous allez voir que ça peut présenter aussi un intérêt, parce qu'en cultivant ces cellules végétales dans des conditions contrôlées, ça évite souvent aussi de perturber un équilibre d'une espèce végétale, par exemple la pervenche de Madagascar, qui ne pousse que dans certaines conditions environnementales, qui sont produites de manière très artisanale. Eh bien, si on veut produire nos anticancéreux, il faut évidemment arracher pratiquement toutes les pervenches de Madagascar qui existent. Donc ça veut dire qu'on risque d'entraîner la disparition de certaines espèces. Là, on va cultiver des cellules uniquement dans le but de produire la molécule qui peut nous intéresser. Ces biotechnologies, c'est par exemple un colorant cosmétique qui est très utilisé, qui s'appelle la chiconine. Et ce produit, il est extrait de Lithospermum. Et cette plante, elle a commencé à être pas mal impactée, hein, par cette production et par cette extraction de molécules. Et depuis, on produit la chiconine dans ces gros bioréacteurs qui peuvent faire... alors celui-là, il fait 50 litres, mais il y en a de 500 litres, de 1000 litres, qui produisent en fait cette molécule d'intérêt qu'on extrait, hein. Donc c'est un principe qui évite effectivement de perturber la plante naturelle. Voilà par exemple comment se reconfigurer maintenant les usines de production. C'est une usine qui n'est pas loin de Tours. C'est une filiale de Nestlé en fait et qui produit des molécules utilisées effectivement pour notamment des applications thérapeutiques, où ils ont des énormes cocottes, hein, qui font toute cette hauteur-là, où ici on a les chapeaux, hein, ce sont des bioréacteurs qui font des milliers de litres, où tout est contrôlé avec l'apport du milieu, etc. Et à la fin, vous avez la molécule qui est extraite et qui part dans les labos. Bien sûr, les microalgues, aussi on en parlait tout à l'heure, hein, peuvent être produits dans ces systèmes, dans ces photobioréacteurs, où on va cultiver effectivement ces microalgues, et notamment pour la production de colorants cosmétiques et de compléments alimentaires, qui sont très utilisés dans ces conditions-là. Les perspectives, par exemple, on pourrait produire effectivement à partir de cultures de microalgues de l'hydrogène, on en parle beaucoup, hein, de l'hydrogène propre, ou des biocarburants, alors ça serait biocarburants, je pense maintenant de 3e ou 4e génération, hein, qui permettraient évidemment de... parce que excusez-moi, les microalgues produisent effectivement des lipides en très grande quantité, ont finalement un très grand rendement au niveau des lipides et permettraient en fait de faire une alternative, d'apporter une alternative au pétrole, sans concurrence avec l'industrie agroalimentaire, puisqu'au départ, les premiers biocarburants, on a utilisé par exemple du colza, hein, qui évidemment, on utilise les terres cultivées. Alors la problématique déjà des terres cultivées, on l'a vu, et du coup, ça serait une alternative pour produire des molécules naturelles. Vous voyez. Donc, même si on est loin de l'écosystème, on peut voir que cet aspect des biotech peut être intéressant. J'ai trouvé aussi récemment des chercheurs d'un laboratoire de Nantes qui collaborent avec une entreprise AlgoSource, je ne sais pas si tu connais Nathalie, voilà, qui essaie de mettre en place par exemple un biobitume, hein, qui serait fait à partir d'algues et non pas de produits pétroliers.
Alors, évidemment, tout ce qui est perspective, c'est notamment des approches innovantes. Par exemple, ce qu'on est en train de mettre à place dans les labos, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie métabolique, comme par exemple le molecular farming, ou en français, la moléculture. Alors ça veut dire quoi ce mot barbare? Ben, ça veut dire par exemple qu'on est capable d'introduire dans la plante de nouveaux gènes. On va se servir en fait de la plante comme d'une usine pour produire des molécules qui ne sont pas des molécules végétales. Par exemple, pour produire des enzymes thérapeutiques, des antigènes, pour des nouveaux vaccins. Ça veut dire qu'on va utiliser en fait la cellule végétale comme une usine dans laquelle on va mettre les gènes pour produire des molécules d'intérêt qui ne sont pas forcément végétaux. Et à l'inverse, on peut faire ce qu'on appelle de la biologie de synthèse, c'est-à-dire transférer en fait des voies métaboliques végétales hyper complexes, parce qu'en culture cellulaire, on peut des fois pas produire certaines molécules parce que les voies sont tellement complexes qu'on a un blocage par rapport à différentes conditions physiologiques de la plante. Eh bien, on peut mettre tous les gènes d'une voie de biosynthèse, par exemple, dans un organisme plus simple qui est la levure, et faire produire en fait à la levure ces molécules d'intérêt qui sont produites par des plantes. Un exemple, eh c'est l'artémisine. L'artémisine, c'est une plante qui est produite, c'est une molécule qui est produite par l'armoise. Et cette artémisine, par les conditions de culture naturelle, on en produit 40 tonnes par an d'artémisine. Le problème, enfin, l'application de l'artémisine, vous savez peut-être, c'est un des traitements contre le paludisme qui fait 1 million de morts par an. Et avec 40 tonnes produites, c'est complètement insuffisant. Et cette biologie de synthèse a été appliquée par exemple par Sanofi, qui réalise en fait sur la levure la production en fait de 50 à 80 tonnes par an d'artémisine produite par une levure dans laquelle on a intégré les gènes de cette plante. Ok ? Vous voyez, je vous parle de tous les rôles du végétal et de toutes les applications. Alors il y a certaines choses effectivement qui sont loin effectivement de l'écosystème, mais qui peuvent présenter des intérêts par rapport à la recherche de ce qui peut être pour nous des molécules intéressantes au niveau thérapeutique. Au labo de Tours, par exemple, cette voie de biosynthèse, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui produit ces molécules d'intérêt, notamment la vincristine et la vinblastine, qui sont des molécules très prometteuses au niveau de certains cancers. C'est déjà très utilisé, mais elles pourraient être aussi efficaces dans d'autres types de cancers. Eh bien, on ne peut pas produire ces molécules en quantité suffisante. Et le coût de revient est énorme, c'est-à-dire que le milligramme de ces molécules vaut un prix faramineux. L'idée, c'est de transférer toute cette voie de biosynthèse dans la levure. Il y a 30 étapes enzymatiques, et c'est ce qui se fait notamment dans l'équipe où je suis, où certains de mes collègues essaient de transférer en fait cette voie métabolique dans la levure pour faire produire ces molécules en grande quantité et avec un prix évidemment beaucoup plus acceptable. Là aussi, il y a pas mal de réglementations qui régissent tout cet aspect phytovalorisation. Évidemment, l'accès, tout ce qui va être utilisation pharmaceutique et cosmétique va être évidemment très réglementé pour l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi tout ce qui concerne le protocole de Nagoya, vous avez vu l'accès au partage et aux avantages, etc. Troisième rôle que je voulais développer, c'est un aspect, une conception d'utilisation des végétaux qui est relativement nouvelle. C'est finalement les plantes comme élément essentiel du paysage. Parce que quand on parle de paysage, de façon générale, de façon importante, les plantes structurent ce paysage. Et en fait, on va parler donc d'aménagement du paysage rural, mais aussi d'aménagement du paysage urbain, c'est-à-dire comment le végétal va être capable de structurer effectivement ce paysage. Et premier élément, déjà, il y a des méthodes, je dirais, de conservation ou de préservation. C'est notamment tout ce qui va être inventaire de la biodiversité et protection des écosystèmes. C'est notamment tous les cadres réglementaires régionaux, nationaux, européens que vous connaissez. Par exemple, des parcs régionaux naturels, mais au niveau national, ça peut être des zones qu'on appelle ZNIEF. Les zones ZNIEF, c'est des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Au niveau européen, c'est ce qu'on appelle des zones Natura 2000, qui sont toutes des zones de structuration, de préservation de ces paysages et donc de cette biodiversité. Autre élément important, c'est de conserver en fait les corridors écologiques. Alors c'est quoi des corridors écologiques? C'est ce qu'on appelle, vous avez tous entendu parler, de la trame verte. On a la même chose pour la trame bleue. On parle maintenant aussi de la trame noire. Je vais vous en parler.
c'est en fait un concept qui est issu du sommet de la Terre de Rio et du Grenelle de l'environnement en France, où en fait l'idée c'est d'éviter en fait la fragmentation du paysage, parce qu'une route, par exemple, au milieu d'un paysage, ça va rompre en fait une continuité écologique qui permet par exemple la circulation de la biodiversité. Et si vous rompez cette circulation, eh bien vous allez effectivement impacter très grandement la biodiversité. Donc c'est de maintenir en fait et de structurer les paysages avec ce qu'on appelle ces fameuses trames vertes qui permettent de faire une continuité. La trame bleue, c'est la continuité de l'eau. La trame noire, c'est la continuité nocturne. Puisque vous savez qu'on a un problème d'animaux nocturnes qui ne peuvent plus circuler d'un endroit à l'autre parce qu'il y a des zones tout le temps éclairées. Okay, donc c'est un concept qui rentre effectivement dans l'esprit d'essayer de préserver. Vous verrez quand je parlerai d'aménagement des villes, eh bien, on tient compte de ce problème, de ce concept de trame verte. Cela peut être aussi l'agriculture qu'on appelle urbaine ou périurbaine et tout ce qu'on appelle les circuits courts, vous connaissez, qui sont des pratiques agricoles émergentes, notamment soutenues effectivement par l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, qui a comme intérêt de produire effectivement localement, c'est-à-dire de réduire les émissions de CO2 et également les besoins énergétiques, l'impact carbone, on entend tous parler de ça, recyclage des déchets organiques, des cantines qui fournissent, etc., les déchets pour alimenter, etc. Ça peut aussi donner des villes résilientes, on parlera tout à l'heure de la lutte contre les îlots de chaleur, ça peut être aussi des emplois et l'insertion aussi sociale, puisqu'on tient compte aussi de l'aspect social. Je vous donne tout ça un peu pêle-mêle, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et bien sûr, les plantes comme élément structurant du paysage, c'est aussi un rôle important en ce qui concerne la restauration des paysages perturbés. La restauration des paysages perturbés, ces paysages perturbés, c'est principalement par des activités anthropiques, c'est-à-dire liées à l'homme. Tout ce qui va être pollution, grands travaux, etc. Et les plantes vont jouer un rôle important dans cette restauration des milieux perturbés. Je vous donne quelques exemples. Alors déjà, juste avant, on va utiliser ce qu'on appelle le génie végétal, et notamment une nouvelle discipline qui s'appelle la phyto-ingénierie du paysage, c'est-à-dire comment la plante va être utilisée. Alors, on peut utiliser les aptitudes biologiques, physiologiques des plantes, mais aussi les aptitudes physiques pour apporter des solutions et des techniques d'aménagement urbain, ruraux, mais aussi des milieux dégradés et limiter les risques naturels. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, vous savez tous l'intérêt des haies bocagères, on en a parlé tout à l'heure quand je parlais du remembrement. Eh bien maintenant, il y a une évolution vers la restauration de ces haies bocagères qui ont comme fonction écologique importante de ralentir les circuits de l'eau, de faire, si vous voulez, un aspect vertical où l'eau va s'enfoncer plutôt que ruisseler, du coup limiter l'érosion. Ça filtre les ruissellements parce que l'eau qui ruisselle d'un champ, si le champ est chargé de composés de nitrate, de phosphate, ça va aller dans des rivières qui vont perturber l'équilibre de la rivière, mais aussi entraîner les produits phytosanitaires. Ça permet aussi de lutter contre l'érosion des sols, ça je l'ai dit, préserver la biodiversité, etc. C'est la même chose que lorsqu'on veut créer des zones tampons. Si vous avez un ruisseau là, vous voyez que cette zone enherbée va être un filtre en fait pour des produits qui n'iront pas polluer la rivière, ou l'enherbement des vignobles. C'est de plus en plus d'actualité, où on laisse de moins en moins des sols nus. Un sol nu, c'est super fragile, et ces plantes protègent le sol, amènent un meilleur écosystème du sol, donc avec des micro-organismes, est bénéfique pour la plante et permet aussi à la plante de lutter contre certains agresseurs. Donc il y a des bénéfices à recréer en fait ces écosystèmes. C'est aussi la protection des berges. Les berges ont en fait cet aspect-là très souvent, c'est-à-dire très nu, où il y a une très forte érosion et on essaie de recréer ce qu'on appelle des ripisylves. Alors les ripisylves, c'est en fait un ensemble de formations d'arbres, d'arbustes qui bordent, et c'est un dessin tout à fait naturel des rivières, ces bords de rivières qui sont recouverts de végétation, qui sont bordés de végétation. Le rôle, c'est de lutter contre l'érosion, c'est de préserver la biodiversité, ça sert aussi contre les inondations, puisque le débit est beaucoup plus régulé de l'eau. Et on voit des travaux dans certaines zones urbaines où on a des berges renforcées par des lits de plantes ou des branches de saule qui vont ensuite prendre racine, etc., et qui vont avoir comme rôle de structurer ces berges.
C'est aussi la restauration des zones humides. Alors tout ce qui est effectivement marais, tourbières, parce que les zones humides, on les a énormément éliminées, parce que, alors en drainant les sols, parce que des zones humides, à Tours, toute la Touraine, c'était des marécages. Et en fait, quand on a voulu cultiver ces zones, eh bien, il a fallu éliminer l'eau et assécher en mettant des drains. Et en fait, on a éliminé ces zones naturelles qui ont des fonctions écologiques très importantes, puisque ça régule le cycle de l'eau. C'est une réserve d'eau. Au moment où vous avez par exemple des crues, eh bien, les rivières vont regonfler les zones de réserve d'eau, et en période d'étiage, c'est-à-dire l'été quand les cours d'eau sont presque à sec, les zones humides redonnent de l'eau. Donc cet équilibre, on l'avait perdu. C'est aussi le cycle du carbone, c'est un piège énorme de carbone. C'est aussi évidemment de la biodiversité. Donc on recrée ces zones humides. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on déboise. Alors vous allez me dire, ça paraît bizarre parce que tout à l'heure je vous parlais de reforestation. Eh bien dans ces conditions-là, si on veut créer des zones humides, il faut enlever la végétation, il faut souvent supprimer les drainages bien évidemment, ralentir l'écoulement de l'eau et développer des végétations de tourbières. C'est-à-dire qu'on va recréer ces zones qui étaient un petit peu j'en parlerai tout à l'heure, dans la conception, un petit peu dans l'image, quelque chose d'un petit peu de no man's land. Ces zones marécageuses, ça n'a pas de très bonne image. Et pourtant, ça a des fonctions écologiques hyper importantes. C'est aussi, bien sûr, la reforestation, pour tout simplement le cycle de l'eau, le cycle du carbone, la préservation des sols. Des pentes de montagne complètement nues, évidemment, vont être sensibles aux écoulements de montagne, aux écoulements de boue, etc. C'est aussi la végétalisation des villes, c'est-à-dire lutter notamment contre la pollution urbaine, les îlots de chaleur. Vous avez peut-être entendu parler des murs et des toits végétalisés, etc. Ces projets de villes qui sont de plus en plus résilientes, parce que la problématique, c'est que les sols des villes sont imperméables, l'eau ne peut pas s'infiltrer, les parois sont souvent sombres, donc la chaleur est conservée, et du coup, avec les épisodes de canicule qui peuvent exister, qui seront peut-être de plus en plus fréquents, on a des problématiques effectivement d'îlots de chaleur. Les végétaux peuvent apporter effectivement une solution. La phytoremédiation. Alors la phytoremédiation, c'est ce qu'on appelle la dépollution des sols. Alors des sols qui sont par exemple des anciens sites industriels ou miniers, où les plantes vont être capables de dépolluer en fait ces sols, tout simplement parce qu'on va utiliser des plantes qui sont des plantes accumulatrices, super accumulatrices de métaux lourds. Et chaque espèce végétale a des caractéristiques données pour, par exemple, être capable d'accumuler de l'arsenic, de l'aluminium, du cuivre, du chrome, du mercure, du nickel. Et en fonction de la source de pollution, on va pouvoir utiliser des plantes pour en fait dépolluer. Alors, je n'ai pas le temps d'aller un petit peu plus loin, mais ces méthodes d'extraction, c'est que les plantes vont prendre ces métaux, elles vont les stocker et on pourrait ensuite récupérer la plante pour la dégrader, mais les plantes sont capables aussi de transformer quelquefois cette molécule pour devenir une molécule moins nocive. Donc tout ça, c'est aussi des éléments importants. La phytoépuration, c'est-à-dire que l'on va cette fois-ci dépolluer de l'eau. Vous connaissez peut-être des centrales d'épuration des eaux, donc dans des systèmes, dans des aménagements collectifs, où vous avez des roseaux qui vont être capables effectivement d'épurer l'eau. Mais de plus en plus de boîtes développent des jardins épuratifs pour des particuliers. C'est-à-dire que normalement, quand vous construisez une maison, votre maison doit être reliée au tout à l'égout. Eh bien, sauf pour ces boîtes qui sont labellisées, qui peuvent vous proposer en fait ces jardins épuratifs. Alors, il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle la dépollution de l'air, avec des sortes de filtration d'odeur par des tours épuratives. Alors, je dois vous dire quand même la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment les plantes qui font le boulot. Ce sont en fait les micro-organismes qui se trouvent dans les racines des plantes. Mais quoi qu'il en soit, pour que les micro-organismes existent, il faut qu'il y ait l'écosystème constitué par les racines des plantes. Bien, alors là aussi, beaucoup de réglementation dans ce domaine, tout ce qui va être effectivement la réglementation concernant les espaces naturels, tout ce qui est les séquences de préservation de la biodiversité, de la compensation écologique, etc. Enfin, dernière utilisation des plantes que j'ai pensé développer, c'est finalement, si on parlait des plantes comme finalement la clé de voûte
de l'écosystème terrestre. Alors, bien sûr, vous connaissez une des fonctions des plantes, c'est la photosynthèse, hein, évidemment, c'est-à-dire qui sont là pour effectivement réguler les teneurs en oxygène dans l'atmosphère, donc c'est quand même déjà des éléments importants, mais c'est regarder encore plus vaste que ça, c'est-à-dire le rôle des plantes dans ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors, c'est quoi ces services écosystémiques? Eh bien, c'est en fait une idée qui a été développée en fait dans les années 80-90, qui sont en fait les bénéfices que les humains retirent directement ou indirectement des écosystèmes. Alors c'est une vision très anthropocentrée, hein, puisque c'est les bénéfices que nous retirons des écosystèmes. Mais vous allez voir quel avantage ça peut avoir pour la biodiversité. En fait, un des points importants, c'est ce qui a été en fait la publication d'un rapport en 2005 qui s'appelle en fait et qui fait référence, qui s'appelle le MIE en anglais ou le MEA. C'est l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. C'est une étude qui a été menée par l'ONU et qui a été conduite de 2001 à 2005 avec plusieurs milliers de chercheurs. Et le MIE, en fait, voilà ce qu'il a établi dans cette publication. D'abord, il faut qu'on arrive à définir ces fameux services écosystémiques et leur donner une valeur. C'est aussi de montrer que ces services écosystémiques et donc la survie de l'humanité dépend de la biodiversité, et c'est de montrer comment, de quantifier les conséquences d'une perte de biodiversité sur ces services écosystémiques. Vous voyez un peu la logique. Alors, j'avance un peu, hein, parce que je vois que le temps tourne très vite, et ces services écosystémiques, en fait, proviennent en France, hein, ils ont été vraiment cadrés par la loi, en fait, de 2016, une loi qui s'appelle « De la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », et en fait, ce MIE là, a développé en fait 4 grands groupes de services écosystémiques. Je vais assez vite, mais vous allez comprendre très vite de quoi on parle. D'abord, les services de support. Ces services de support, ce sont les services nécessaires en fait à la production des autres services. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va donner les conditions de base de développement de la vie sur Terre. Par exemple, la formation des sols. Il faut des sols, évidemment, qui se forment pour qu'il puisse y avoir, évidemment, croissance de plantes, etc. Donc, il faut qu'il y ait aussi production primaire, c'est-à-dire la formation de biomasse. C'est aussi le cycle du carbone, la production de l'oxygène. C'est aussi le cycle de l'eau. Tous ces éléments-là, on voit que dans chacun de ces impacts, de ces éléments-là, le végétal va jouer un rôle prépondérant. Autre service, c'est ce qu'on appelle les services de production, c'est-à-dire ce sont les services correspondant en fait aux produits potentiellement commercialisables que nous allons consommer, par exemple. Je dirais que c'est les services dont on a tous le plus conscience. C'est par exemple la nourriture, c'est par exemple l'eau potable, les fibres, les combustibles, les ressources génétiques, les produits biochimiques ou pharmaceutiques, les ressources ornementales, c'est-à-dire tout ce qui va, grosso modo, pouvoir se vendre, hein, et ce qu'on va produire en fait d'un écosystème. Troisième groupe, c'est les services de régulation, c'est-à-dire les services permettant de modérer ou de réguler les phénomènes naturels. Par exemple, la régulation du climat et des microclimats, grâce à la séquestration du carbone, au piégeage des gaz à effet de serre, etc. La régulation de la qualité de l'air, la photosynthèse, la phytoremédiation, la régulation de la qualité de l'eau, les végétaux interviennent évidemment de manière importante, protection contre les inondations, protection des sols et régulation de l'érosion, régulation des maladies parasitaires et des nuisibles, pollinisation, évidemment, qui joue un rôle important, et également la modération des phénomènes climatiques extrêmes. Voilà comment on a classé ces 3 premiers grands groupes de services écosystémiques. Et le 4e, c'est ce qu'on appelle les services culturels. Ces services culturels, c'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler du terme, les aménités environnementales. Aménités, ce qui est amène, hein, c'est quelque chose qui est plaisant, etc. Et quand on parle d'aménités environnementales, c'est ce qui amène du plaisir. Ce sont donc les bénéfices non matériels que l'humanité peut tirer des écosystèmes à travers un enrichissement qui peut être spirituel, développement cognitif des peuples, religions, etc., éducation, esthétique. En fait, ces services culturels, ça peut être par exemple des services éducatifs, enrichissement intellectuel, artistique, une inspiration, des peintures, esthétique, ça peut être aussi écotouristique, ça peut être aussi médical, activité physique et psychologique, je vous en parlerai tout à l'heure, je parlerai des jardins thérapeutiques, du bien-être, de patrimonial, relationnel, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les services culturels.
Alors en fait, vous voyez que ces services culturels, ça appelle à des notions très subjectives. Hein, et que en fait, si je vous montre ces deux paysages, eh bien pour certains, cette zone humide et cette friche près d'une ville, ben, pour certains, c'est considéré comme un milieu complètement insalubre, on ne veut pas habiter là, hein, c'est moche comme tout, c'est pas entretenu. Pour d'autres, c'est un trésor inestimable de biodiversité. Vous voyez bien que, comme c'est très subjectif, en fait, l'appréciation et finalement la notion qu'on peut avoir d'un élément, eh ben, ça va dépendre évidemment des époques, hein, des usages, des cultures. Alors en fait, pour évaluer ces services culturels, eh bien, on a fait appel en fait aux sciences humaines, hein, pour essayer de donner en fait une valeur scientifique, hein, à ces évaluations, et notamment la psychologie et la sociologie qui sont emparées de ces études. Et notamment, bah, les premières études semblent montrer des effets positifs, même si, avant de vous montrer juste les exemples, il faudrait faire des recherches encore plus développées. Bah, vous avez peut-être entendu parler du rôle des plantes et qui joue un rôle important sur l'atténuation des douleurs à l'hôpital, qui peut lutter contre les sensations de migraine et d'absentéisme, par exemple, dans les classes, qui présente pour des habitants une satisfaction de bien-être sous son lieu d'habitation, pour les salariés une lutte contre l'absentéisme, etc. Tout ça, il faut évidemment compléter tout ça par des études scientifiques. C'est-à-dire par exemple, et voilà par exemple une thèse qui se développe actuellement, qui est terminée en 2020, entre l'Institut de recherche en horticulture en semences, qui se développe avec donc l'INRA, mais aussi donc avec l'UFR de psychologie. Et c'est un étudiant qui est chargé en fait, un doctorant, de réfléchir en fait à l'amélioration du bien-être des personnes par l'aménagement de la nature en ville, avec notamment comment ces structures peuvent diminuer l'anxiété et le stress. Et ça permet notamment de comprendre bien tout ce qui va être relation entre santé humaine et espace de nature. Et de manière plus générale, voir comment cela peut impacter certaines pathologies comme la dépression ou l'obésité. Donc là, avec des données scientifiques, c'est-à-dire mesurer certaines activités du cerveau, certaines synthèses d'hormones, etc., pour avoir des fondements scientifiques. Et je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, et se développent ce qu'on appelle les jardins à but thérapeutique. Par exemple, des jardins de soins psychiatriques de l'adulte qui se développent actuellement. C'est une étude menée à l'université de Nice et également au CHU de Nancy, une étude sur le développement de jardins pour des personnes souffrant de maladies d'Alzheimer. Enfin, le but du MEA, c'était aussi de montrer que ces services écosystémiques, il faut pouvoir les valoriser. Si possible, leur donner une valeur. Pourquoi ? Pouvoir les défendre. Si on montre que ça a une valeur presque monétaire, on aura plus de moyens pour les défendre. Et notamment, c'est donc valoriser les services écosystémiques et pouvoir financer la préservation de ces services. Alors, je vous montre juste, en fait, je vais aller un petit peu plus vite, hein, parce que je vois que le temps tourne très vite. J'ai voilà un exemple, par exemple, comment on peut valoriser une forêt tempérée. Cette forêt tempérée, on va estimer, par exemple, les services de production. Naturellement, on peut dire, si on détruit cette forêt, combien on peut estimer la perte de cette forêt? On va dire, c'est la production du bois. Si on estime le bois entre, ça dépend évidemment des arbres, hein, mais entre 75 et 160 € par hectare, voilà ce que ça coûte. En fait, si on fait une analyse des services écosystémiques de cette forêt, on va se rendre compte que cette valeur, elle est beaucoup plus importante. Voilà par exemple, production bois entre 75 et 160 € par hectare et par an. Mais si on regarde les services de régulation, fixation du carbone, stockage du carbone, eau, etc., on va arriver à des valeurs beaucoup plus importantes. Je ne vous explique pas comment on arrive à ces évaluations-là. Il y a plein de méthodes en fait, économiques pour faire ça. Les services culturels, les visites, la chasse, etc., on arrive à des valeurs environ de 1 000 € par hectare et par an. Et ça, c'est sans compter, vous savez, par exemple, ce qu'on appelle des prix hédonistes. C'est quoi un prix hédoniste? C'est par exemple qu'une habitation qui a une vue sur un parc, eh bien évidemment, il y a une valeur marchande du foncier bien plus importante que si vous détruisez la forêt. Tout ça, ça vous montre que cette valeur, c'est surtout un ordre de grandeur. Ça ne peut pas être précis, vous l'avez compris, mais c'est pour montrer en fait donner un argument de sensibilisation et sert aussi souvent à un dialogue dans des prises de décision. Je vous donne juste un exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple de la forêt, un article alors qui date de 2012, mais où en fait
Alain Rousset, qui est le président du Conseil régional d'Aquitaine, essaie de défendre en fait la forêt effectivement de Gascogne, les Landes de Gascogne, et où il indique dans son texte, regardez bien, les aménités de la forêt, c'est-à-dire sa capacité à capter le carbone, à favoriser la biodiversité, etc., ces bienfaits sont évalués à 900 € par hectare et par an. Il s'est tout simplement servi de cette étude pour montrer un moyen de communication et de valorisation que ça vaut beaucoup plus que le bois que la forêt produit. Voilà un peu l'idée. Et finalement, c'est valoriser cette biodiversité, c'est aussi de pouvoir la financer. Et se développe de plus en plus ce qu'on appelle des paiements pour préservation des services écosystémiques. Alors, par exemple, ça veut dire que quelqu'un qui utilise un service écosystémique doit pouvoir payer ces paiements en fait aux personnes qui sont là pour entretenir ces services écosystémiques. Le mieux, c'est un exemple, j'en ai même deux. La société Nestlé, qui est en fait propriétaire de la marque Vittel, s'est rendu compte que sur ces zones de captage, il commençait à y avoir des pollutions, évidemment liées à l'agriculture qui impacte en fait les qualités des sources. Et en fait, Vittel a travaillé avec des agriculteurs. Il a même souvent acheté des terrains à l'abandon et les a donnés gratuitement à des agriculteurs sous réserve d'aller effectivement vers un passage en agriculture durable. Ça s'appelle un PPSE. De même, l'agglomération de New York, qui est alimentée, en fait, son eau potable est alimentée par un bassin versant du Delaware. Et en fait, la ville de New York a développé énormément de financements pour permettre à des acteurs comme des forestiers, des agriculteurs, des industriels d'aller vers une agriculture durable pour préserver la qualité de l'eau, qui finalement coûtera moins cher que de mettre une station d'épuration de l'eau. Tout ça, c'est des concepts qu'on appelle en fait des paiements pour services écosystémiques. En fait, et c'est là où je termine en fait l'idée, c'est que de plus en plus on parle aussi des aménités végétales et l'urbanisme. En fait, l'idée c'est de montrer que aux décideurs publics, il y a des bénéfices, qui peuvent être monétaires ou non, à introduire du végétal en ville. C'est de partir effectivement des données de la recherche pour proposer des nouveaux axes de bienfaits en ville. C'est aussi une méthodologie pour intégrer le végétal en ville. Et comme exemple, eh bien, voilà par exemple cette nouvelle filière de l'immobilier qui a été créée en 2013, qui s'appelle le Conseil international biodiversité et immobilier, a développé un label, et ce label va être accordé à des structures immobilières qui vont notamment, par exemple, tenir compte des aménités, des services rendus à les utilisateurs. Pour avoir ce label, voilà par exemple à quoi doivent répondre dans cette partie-là, par exemple les constructeurs. Identifier et valoriser les aménités, permettre l'accès physique à la nature, favoriser le lien social, proposer des services culturels, mettre en œuvre des services de régulation, par exemple les cycles de l'eau, les luttes contre les îlots de chaleur, quantifier les surfaces végétalisées, faciliter la relation affective avec les éléments de nature. Et le premier quartier français qui a obtenu ce label international, c'est un quartier de Toulon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Toulon, mais vous pouvez aller visiter cet écoquartier qui s'appelle le quartier de Fontpré, qui a obtenu la note de AAAB, donc c'est-à-dire en fonction des différents critères. Et de même que ce centre de logistique qui se trouve dans le 95, donc Marly-le-Ville, qui a obtenu en fait ce centre de logistique, ce label de biodiversité. Alors, dans cet encadré, vous pouvez regarder tout ce que, dans ce système de logistique, tout ce qui a été préservé, des zones de prairies, des zones de bois, la présence de ruches, tout un tas de reconstitutions d'écosystèmes, etc. Donc, vous voyez que c'est finalement un peu la carotte ou le bâton, je ne sais pas comment, mais c'est pour essayer d'impacter à tous les niveaux et pour essayer de recréer des conditions financières ou non, mais qui permettent de pousser. C'est-à-dire qu'il faut préserver la biodiversité, il faut trouver de l'argent. Vous avez vu avec l'industrie pharmaceutique comment on pourrait essayer par ces conventions-là de retirer de l'argent. Là, c'est aussi un moyen pour les pubs et les communications de ces villes ou de ces organismes de pouvoir retirer de l'argent pour préserver en fait certains éléments. En conclusion, on peut dire que dans un contexte de développement durable et de changement climatique, vous avez compris que les végétaux vont être un élément essentiel de la préservation et du fonctionnement actuel, mais aussi des sociétés futures, et que ça passe aussi par une valorisation des métiers de la biodiversité. Et ça a été en fait développé notamment dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui a créé cette agence française pour la biodiversité, dont un de ses rôles, alors il y en a plusieurs, mais un de ses rôles, c'est en fait de promouvoir les métiers de la biodiversité.
c'est-à-dire de faire une adéquation entre les besoins et les formations, notamment des formations universitaires qui vont former des personnes qui vont être capables de répondre et de prendre en charge ces nouveaux métiers de demain. Et du coup, je fais un peu ma propre pub puisque je m'occupe d'un master à Tours qui s'appelle Plantes et Sociétés, où justement, l'idée, on est parti de cette idée-là, c'est de former des experts du végétal dans le contexte du développement durable et de changement sociétal et de préparer des futurs métiers de demain où les diplômés auront ces compétences pour répondre à toutes ces attentes. Je vous remercie de votre attention, j'ai débordé de 10 minutes, je suis désolé. Et maintenant, j'attends vos questions. Merci. Merci. Je vais passer le micro. Voilà. Vous posez bien les questions dans le micro pour qu'on puisse les enregistrer. Hein. Parlez pas sans micro. Je voudrais savoir dans quel délai toutes ces belles choses vont être mises en... Alors, c'est la question. Est-ce que, est-ce que ça ne va pas demander 10 ans, 15 ans est-ce que le réchauffement climatique ne va pas nous rattraper? En fait, c'est des questions qui sont évidentes et que tout le monde va poser, hein, effectivement. C'est que, est-ce qu'on est dans le domaine de l'utopie? Est-ce que c'est encore des belles idées et qu'il n'y a rien appliqué? Je dirais que là-dedans, il y a toutes les échelles, hein, il y a tous les niveaux, il y a des choses qui sont déjà appliquées, des choses qui sont encore dans le domaine de la recherche, il y a encore des choses qui sont, vous voyez, comme le système d'APA, là où on s'est rendu compte que finalement, en essayant de partager les bénéfices, ça a un certain temps limité en fait la recherche dans ce domaine. Alors c'est peut-être un équilibre qui doit se trouver. Dans certains cas, il y a déjà des choses qui sont très appliquées. D'autres, comme je l'ai dit, tout ce qui est évaluation des services culturels. Et normalement, l'aménité du végétal et du paysage, c'est presque la première chose qu'on demande quand on pose la question à quelqu'un. Que vous donne quelle impression vous avez de cette nature ou qu'est-ce que vous ressentez? C'est des sensations liées aux services culturels, aux aménités. Plus que ça produit du bois ou ça intervient dans le cycle du carbone ou de l'eau. On va voir le côté bien-être, le côté nature. Et pour l'instant, on n'a pas encore de moyens scientifiques pour évaluer de manière précise le ressenti, la sensation de bien-être. Il faut des études beaucoup plus développées qui permettent de montrer qu'il y a vraiment un impact scientifique et pas rester dans le domaine encore très... Voilà, c'est bien beau parce que par exemple les plantes dans une école, on a montré que les élèves sont plus attentifs. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des plantes en plastique. Donc ça veut dire où est là la préservation de la biodiversité? C'est-à-dire qu'il y a besoin d'analyses beaucoup plus pertinentes. Et est-ce que c'est finalement, quand on parle, vous connaissez les villes où maintenant on essaie de faire donc une gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire qu'on ne tombe plus tous les espaces verts, mais on va mettre une partie qui est laissée, je dirais entre guillemets à l'abandon, mais simplement pour préserver la biodiversité. Eh bien, tous ces éléments-là, effectivement, c'est des choses qui se mettent en place, mais aussi où certaines personnes aussi, je vois par exemple juste l'exemple de personnes que je connais, quand vous savez que depuis quelque temps, il y a un plan qui s'appelle Zéro Phyto dans les villes, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de traiter par des produits phytosanitaires. Du coup, les trottoirs sont quelquefois, il y a des petites herbes qui poussent, etc. Et certaines personnes de mon entourage, ma mère en l'occurrence, m'a dit un jour, notre ville, alors vraiment, qu'est-ce que c'est moche, ils s'en occupent plus du tout. C'est voilà, ce côté, en lui disant simplement que la biodiversité, c'est pas que la biodiversité extraordinaire, mais que la biodiversité ordinaire, c'est aussi la biodiversité des orties, des choses comme ça. Donc une friche dans une ville, c'est toujours considéré un peu comme un no man's land. Or, si on entend friche, ça veut dire qu'on entend aussi des animaux qui y habitent. Et on n'a pas envie d'aller voir des serpents. Voilà. Donc ça veut dire que l'homme impacte encore sur ces choix-là. C'est-à-dire que... Et l'idée, j'en viens là, parce que je vais un peu d'une idée à l'autre, mais c'est que, en fait, certains écologues voudraient qu'on revienne à ce qu'on appelle la renaturation. C'est-à-dire revenir à l'origine. Or, c'est complètement farfelu parce qu'un écosystème évolue tout le temps. C'est-à-dire que depuis l'apparition de l'homme, un écosystème même naturel a déjà évolué. Et du coup, quel est le retour, quel est l'état de référence auquel on veut aller? Ce qu'il faut, c'est déterminer ce qui est acceptable en préservant aussi les activités humaines, puisque l'homme fait partie aussi de l'écosystème. Donc on ne peut pas dire on va carrément enlever l'homme de ces territoires,
l'homme existe, l'homme a besoin d'économie, on voit que l'homme a besoin de se nourrir, il y a une agriculture qui doit se développer. Il faut essayer de trouver des équilibres. Voilà un peu toujours l'idée. Et que certains éléments sont très en avance, d'autres, c'est encore dans des idées qu'il faut encore effectivement peaufiner, etc. Mais déjà, il y a une prise de conscience qui est déjà pas mal. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit obligé de passer par des études scientifiques pour des choses qui, pour d'autres, sont absolument évidentes, c'est-à-dire l'importance du végétal autour de nous. Évident, parce qu'on peut dire évident, mais comment on évalue ça scientifiquement? Parce que je vous ai montré 2 photos où finalement pour certains c'est une zone insalubre, pour d'autres c'est la préservation de la biodiversité. C'est tellement subjectif que là on a besoin de données évidentes, de données scientifiques qui sont finalement qui ne peuvent pas être contredites, qui amènent un élément important de décision. Parce que quand vous allez voir un décideur, il veut des choses chiffrées, des choses évaluées, hein. Une sensation. Je vais vous amener le micro parce qu'on ne va pas vous entendre dans l'enregistrement. Oui, c'est moi qui fais que de parler, mais oui, parce que nous, on est dans la défense de la biodiversité et de la botanique, sur Vannes et puis moi sur Baden. Et donc, c'est notre credo aussi. Nous, on dit comment connaître, c'est protéger. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est justement pour les zones humides et tout, c'est un peu notre bagarre pour essayer d'expliquer aux gens aussi comment ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Bien sûr, mais je dirais qu'en fait, il n'y a pas une solution. C'est pas une solution magique. Il y a plein de petits éléments mis bout à bout qui amènent des choses. C'est-à-dire que tout progrès, même une prise de conscience de certaines valeurs, c'est déjà un effort par rapport, moi je le raconte à mes enfants, par rapport à ce que nous on a connu quand on était des grands pollueurs, hein, pour des jeunes maintenant pour lesquels ça ne viendrait même plus à l'idée de jeter des trucs par terre, des choses comme ça, alors que nous, à une époque, il y avait des décharges sauvages, enfin c'était vraiment pollution à tout va, et maintenant c'est rentré, et c'est déjà un premier pas, la prise de conscience. Après, bien sûr, on peut dire que ça avance pas assez vite, mais il y a des choses qui avancent et d'autres, effectivement, qui sont un peu plus lentes. Oui, pardon. Moi, ma question concernerait les fermes urbaines. Alors, 2 questions. Déjà, quel type de fermes urbaines actuellement sont en place en France? Est-ce que c'est des fermes plus hydroponiques ou alors c'est plus des fermes urbaines façon Cuba? Ou alors, est-ce que... et la deuxième question, c'était, est-ce que les fermes urbaines pourraient parvenir à subvenir aux besoins d'une ville entière de manière autonome, je veux dire? Voilà, alors là, c'est la question vraiment très, très importante parce qu'on se rend bien compte que l'agriculture en ville, ça ne pourra pas nourrir l'ensemble de la population. C'est évident, au moins dans le concept actuel. Alors évidemment, les types de différentes agricultures urbaines, il y en a différents types, hein. Vous avez peut-être déjà vu des choses qui vont nécessiter peu de place, en étage, etc. Hydroponique, c'est-à-dire qui n'utilisent pas de sol, mais c'est pas la même chose que effectivement lorsqu'on va utiliser des amendements, enfin recycler des matières organiques, on va faire là de la terre, hein, culture sur terre. Toujours, c'est de voir vers quoi on veut aller. Parce que c'est un peu la même chose que quand je parle à mes étudiants, je leur dis, pour créer les zones humides, on va arracher des arbres, on va même arracher la terre, l'enlever, parce que certaines fois, si on veut créer des zones humides, on est avec d'anciennes zones, par exemple agricoles, les terrains sont trop riches, on les a tellement nourris que les plantes de marécage ne peuvent plus pousser. Donc du coup, on est obligé d'arracher la terre. Vous voyez que quand quelqu'un voit ça dans une forêt, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils abattent des arbres, ils arrachent de la terre. C'est une méthode de conservation aussi. D'autres endroits, on met des arbres. Donc ça veut dire que ça dépend ce qu'on veut faire en agriculture urbaine. Est-ce que c'est faire du circuit court, essayer de... Il y a aussi l'aspect social, il y a l'aspect éducatif qui est important aussi. Donc, mais de toute façon, c'est un élément parmi d'autres. Il faudra développer quand même l'agriculture classique, enfin l'agroécologie, mais on ne pourra pas se passer des champs cultivés, etc. Hein. C'est pour ça que c'est un élément en plus, mais ça ne peut pas être la panacée, ça ne peut pas être la seule solution. Hein. J'ai répondu à peu près à vos questions. Une autre question? Oui, moi je veux revenir sur l'aspect
que j'appelle les nouveaux OGM, là, c'est ZBT, c'est ça, non? Au niveau des OGM? Les nouveaux OGM, là, des plantes, l'agriculture nous demande d'adopter on les appelle pas des OGM, mais on appelle les nouveaux OGM. En fait, c'est toujours pareil. OGM, c'est toujours un aspect très sensible, parce que il y a encore 15 ans, on nous demandait d'aller faire des conférences pour expliquer les OGM, et puis après, on a refusé de faire ça, parce que nous, scientifiques, quelquefois, il nous manque des réponses. Donc, quand on nous dit est-ce que c'est complètement inoffensif, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes peut-être de certains éléments de croisement avec tout ça, il y a des choses qui mériteraient dans certaines parties un moratoire, c'est-à-dire d'attendre, de voir en laboratoire ou en champ contrôler ce qui se fait pour voir si ça peut être effectivement développé. Là où c'était tellement sensible ces éléments-là, c'est que quelquefois il y a eu ce qu'on appelle des arracheurs qui ont détruit des centres d'expérimentation, c'est-à-dire du travail de doctorants qui étaient là pour essayer de comprendre comment ce système pouvait être évolué, alors que finalement, c'était pas l'ennemi, c'était finalement celui qui essayait d'expliquer. Donc, c'est super sensible, ça. Et les OGM, vous voyez, quand je parlais, par exemple, tout à l'heure, des plantes qui ont des gènes de résistance, vous voyez, un gène de résistance, la tomate, si vous achetez des graines de tomate, vous allez avoir sur le paquet, cette variété de tomate contient le gène, par exemple, CF9, le gène, etc. Il y a une dizaine de gènes de résistance. Ces gènes, ils n'ont pas été introduits génétiquement en transformant l'espèce, mais en croisant avec des espèces, des variétés sauvages. Donc, c'est-à-dire que c'est une méthode naturelle d'intégration de gènes, c'est-à-dire quand vous faites de l'hybridation. Vous croisez deux personnes, vous avez un hybride c'est la reproduction. Donc, ça veut dire qu'il y a des méthodes qui permettent de modifier génétiquement sans avoir à faire ce qu'on appelle des OGM. Donc, il faut faire très attention parce que d'abord c'est compliqué effectivement. Alors après il y a les OGM, c'est-à-dire que effectivement si on veut intégrer un gène de résistance de la tomate dans du maïs, effectivement on ne peut pas croiser la tomate et du maïs. Donc là on va être obligé effectivement génétiquement de transférer le gène du maïs dans la tomate. Donc là vous allez effectivement avoir un OGM qui va effectivement avoir une résistance, c'est-à-dire qu'on évitera d'utiliser le produit phytosanitaire, mais en contrepartie, il faut s'assurer que ce gène ne va pas perturber la physiologie de cette plante et perturber l'écosystème environnement. Du coup, il y a besoin d'études, parce qu'on ne peut pas répondre s'il n'y a pas des études. Donc il faut qu'à un moment donné, ces systèmes soient dans des laboratoires ou dans des champs d'expérimentation pour pouvoir montrer ou non l'innocuité. Après, il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas encore répondre et auxquelles on dit, voilà, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Je ne sais pas si je réponds suffisamment. Parce que les OGM, il y a 10 ans, c'était impossible de parler. Il y a même, je dirais, ça a tellement évolué qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il fallait expliquer aux gens que les plantes avaient de l'ADN et qu'elles avaient des gènes et qu'elles étaient vivantes et donc elles étaient sensibles. Maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit attention, les plantes sont sensibles, ça veut dire qu'elles perçoivent des signaux de l'environnement, elles s'adaptent. Mais on ne peut pas considérer les plantes comme avec le même niveau d'intelligence qu'un homme, c'est-à-dire une capacité d'abstraction, de prévoir, il y a l'organisme qui arrive, le micro-organisme, je vais donc me mettre à synthétiser telle molécule. Ça, c'est des problèmes d'évolution. C'est-à-dire qu'un organisme s'est trouvé adapté au niveau évolutif, mais qu'il n'y a pas une intégration de compréhension de mécanismes qui est l'apanage de l'humain. D'accord ? Donc là, il faut faire très attention entre aller trop loin dans un sens, aller trop loin dans l'autre, parce qu'on entend un peu n'importe quoi. Quand on entend, en ce moment, on parle beaucoup de thérapie par les plantes, etc. Pour l'instant, scientifiquement, il n'y a pas de preuves scientifiques formelles, alors, sauf l'utilisation de molécules, évidemment, biologiques, mais je dirais que d'embrasser un arbre et de se sentir bien, je dirais on se sent bien en embrassant un arbre plutôt que d'embrasser une poubelle. Moi, ça me paraît évident. Je veux dire, ça paraît tellement évident que il faudrait arriver à ce qu'il y ait des... Voilà, il faut faire attention, et moi je le dis aux étudiants, si vous êtes des scientifiques, faites attention à ce qu'on dit, parce que la parole scientifique, vous avez vu depuis quelques mois, elle a été beaucoup mise quand un scientifique dit une chose, l'autre dit l'autre, etc. On part dans tous les sens, il faut faire attention. Voilà, on peut dire ce qu'on sait, et le reste, je ne sais pas. On ne sait pas encore.
Oui. Tu veux te courir, Nathalie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire quand même quelque chose de très exhaustif, de partir dans tous les sens. Hein. Mais c'était riche. Hein. Ah, c'était riche. C'est pour montrer que le végétal, il y a plein, et la conception a vachement évolué en fait, hein, des plantes, par rapport à tous ces éléments d'utilisation. Oui. On m'entend, ouais. Je me posais la question, notamment quand on parle d'écologie, on pense par exemple à la place de l'énergie et dans l'évolution des nouvelles technologies qui permettent de faire venir des sources d'énergie nouvelles. On a aussi l'extrême, c'est-à-dire la présence de greenwashing dans certaines entreprises qui se disent écologiques, qui finalement, quand on regarde en bout de ligne, ne le sont pas du tout, voire pire que les méthodes usuelles. Quelle est la limite dans cette démarche de biomimétisme et de l'utilisation de la science de la plante dans l'industrie et au bénéfice de l'homme? Quelle est la limite justement et dans quel cadre on peut ne pas tomber dans du greenwashing? Bah là, on a tout à fait ce qu'on appelle la bioéthique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des lois de bioéthique hein, où la population d'ailleurs a été questionnée aussi, où on peut demander, on peut montrer jusqu'où, parce qu'on pourrait tout faire hein, scientifiquement presque. Hein. Si on peut faire des clones humains presque, hein, si on veut. Bon, on peut aller, à un moment donné, il y a une éthique humaine où on décide de ne pas aller au-delà de certains éléments. Alors c'est vrai que, comme vous dites, certaines méthodes, là, quand je vous parlais par exemple, juste par exemple de recréer des voies de biosynthèse dans une levure, ce n'est que des choses de laboratoire. C'est des choses qui sont, d'abord, qui ne peuvent pas survivre en dehors d'un bioréacteur avec tout ce qu'il faut pour nourrir, parce que cette levure, elle n'est absolument pas viable. C'est-à-dire qu'on utilise juste un mécanisme, c'est comme une petite usine dans laquelle il y a tout un tas d'éléments qu'on ne sait pas faire et qui vont permettre de fabriquer cette molécule. Parce que chimiquement, on a essayé de fabriquer plein de molécules végétales, on n'y est jamais arrivé jusqu'au bout. Parce que c'est tellement complexe que même la chimie, les progrès de la chimie ne peuvent pas le faire. Donc on utilise la machinerie cellulaire comme un moyen. Mais ça reste évidemment que du labo. Donc ça veut dire que là aussi, il y a des contrôles de bioéthique qui montrent des réglementations. Quand vous utilisez des OGM au labo, nous, effectivement, on a des OGM, mais on a des serres, c'est même pas des serres, hein, c'est des phytotrons, c'est-à-dire c'est des pièces fermées qui ne voient pas le jour, qui ont un éclairage artificiel. On a une réglementation qui est énorme, comme si vous disiez de la radioactivité. Ça veut dire qu'on a des dossiers tous les années à faire, on a des sas de sécurité, on doit s'habiller, il y a des filtres qui évitent d'envoyer du pollen à l'extérieur. C'est très contrôlé, parce qu'on essaie justement d'être dans le contrôle maximal, en lien avec la réglementation, pour ne pas avoir de problème. Mais ça, c'est uniquement des choses de labo qui ne sortiront jamais d'un labo. Après, effectivement, la bioéthique, après, aussi, il y a les problèmes quand même, parce que là, j'ai parlé très français ou très européen, hein, ça dépend aussi de certains pays. Hein. On ne maîtrise pas tout ce qui peut se faire dans certains labos chinois, etc. Bon, effectivement, là, après... Vous voyez, je rebondis aussi sur votre question, c'est que en fait, certains secteurs d'activité qui se disent écologistes ou qui affichent cette étiquette-là, l'idée aussi, c'est que finalement, vous voyez, certaines boîtes pharmaceutiques où on essaie de leur faire payer la protection de la biodiversité. Finalement, c'est du donnant-donnant. Si eux, ils s'affichent avec la couleur favorise l'écologie, mais si au final, on arrive à avoir de l'argent pour préserver certaines choses, avec un contrôle, bien sûr. Mais, et vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, et ça me revient, c'est que les critiques essentielles de certains scientifiques, c'est qu'en allant vers ce domaine de valorisation absolument des écosystèmes, c'est-à-dire de vouloir donner une valeur presque économique, qui est un argument pour la défendre, ça peut devenir aussi contre-productif, parce que tout d'un coup, ça veut dire que c'est le droit à détruire. C'est-à-dire que si j'achète, je paye, j'ai le droit de détruire, parce que j'ai payé. Et que ça devient une valeur monétaire presque comme un service de production. C'est plus éthique. Et du coup, pour certains, préserver la biodiversité, c'est parce que ça fait partie de nous, qu'on est obligé. Mais si tout d'un coup, ça devient un bien monétaire, si à un moment donné, la biodiversité nous embête, pour une X raison, finalement, on paye et puis voilà, on remplace. Vous voyez, il faut faire attention à ça aussi, parce qu'il ne faut pas aller dans un sens vers lequel aller à l'inverse de ce qu'on voulait construire. Vous voyez. Donc, c'est tout un mélange de ça. Toutes vos questions sont pertinentes, mais on voit que c'est super complexe, parce que c'est comme un écosystème, tout est imbriqué. Donc en fait, on touche quelque chose, il faut essayer
il y a plein de choses effectivement à essayer de contrôler, mais le contrôle, il est très important. C'est évidemment, hein, ça c'est... Oui. Là, s'il vous plaît. Oui. Ah, pardon. Je vous passerai après. Oui, vous parlez pas mal, beaucoup de recherches en laboratoire. Si ça existe encore, je pense que oui. Quelle est la position à l'heure actuelle de l'INRA qui faisait à l'époque des cultures en plein champ? En fait, pour ce qu'on appelait à une certaine époque simplement de la sélection. Ouais. Moi, je fais une petite différence, effectivement, quand on parle d'OGM. Ah oui. Hein, je vois que il y a le génétiquement modifié, d'accord. Ça, je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Mais quand on appelait dans le temps la sélection, on essayait de trouver la plante qui réagissait le mieux, effectivement, aux différentes attaques. Alors, est-ce que l'INRA existe encore? Je pense que oui. Bien sûr, parce que l'INRA est partie prenante dans aussi la transition vers l'agroécologie, bien sûr. Et par exemple, quand on fait de la sélection variétale, sélectionner des plantes, c'est pas négatif en soi. Ça veut dire qu'on va trouver une plante qui est capable de produire un aliment de qualité, nutritif aussi. Et par exemple, maintenant, il y a des plans de sélection dans lesquels on entre la capacité de la plante à produire ces fameuses molécules volatiles qu'on n'avait pas fait dans les schémas de sélection. Vous voyez, mais ce que je voulais poser comme question, quel est le rôle par rapport à tous ces schémas, tous ces disons, ces règles qui sont fixées à l'heure actuelle, que vous nous avez exposées, que je ne connaissais pas, de l'INRA? Est-ce que l'INRA intervient Ah bah oui, bien sûr. Oui. Ah mais c'est évident. D'abord, maintenant c'est l'INRAE, hein, c'est le nouveau nom de l'INRA. Et en fait, bien sûr, hein, il y a des domaines de l'INRAE et des départements qui sont tout à fait dans la limitation des intrants, dans le contrôle de sélection de plantes nécessitant moins d'eau, qui sont justement plus capables de se défendre en sélectionnant. On s'est rendu compte que les plantes qu'on cultive actuellement, certaines avaient perdu complètement leur capacité à produire ces fameuses molécules volatiles dont je vous ai parlé. Et parce que on n'avait pas sélectionné cette capacité-là, parce qu'on ne savait pas le rôle de ça. Hein. Et maintenant, on entre dans ces schémas, et l'INRA intervient tout à fait là-dedans, sur la mise en place de ce qu'on appelle ça des éléments de sélection qui permettent d'intégrer ces nouvelles notions. Donc bien évidemment, hein, ils sont tout à fait... Oui, au bout là-bas. Moi, je souhaiterais revenir notamment par rapport à une question par rapport au greenwashing, notamment sur la question de la reforestation, notamment quand je crois que c'est 50 millions d'arbres qui étaient annoncés être replantés. Mais est-ce que c'est, je ne crois pas que c'était précisé quelle variété d'arbres, et notamment par rapport au fait que la biodiversité peut devenir un bien. Est-ce que ce ne serait pas un peu aussi du greenwashing de dire qu'on replante 50 millions d'arbres alors qu'il y a alors là, 80% de Douglas là-dedans? Là, ça me fait revenir à un élément qui, je n'ai pas parlé, mais il y aurait plein de choses à dire. Quand on a ce qu'on appelle la séquence ERC. ERC, ça veut dire éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que normalement, dès qu'on impacte un écosystème, que ce soit une construction d'une route, d'une LGV, d'un centre urbain, etc., on doit faire une analyse d'impact, c'est-à-dire on évite s'il y a un problème écologique qu'on met en évidence, on doit alors le réduire, et si on ne peut plus, on doit le compenser. Et en fait, on s'est rendu compte que pour certains, comme vous disiez, par exemple, on détruit une forêt où il y a des chênes de 500 ans, et on va dire, on va vous les compenser, on va vous en planter, à la place d'un chêne de 500, on vous en plante 100 de 1 an, ou 500 de 1 an. Or, on sait très bien maintenant, avec cette évaluation-là, qu'un chêne de 1 an n'a pas le même, évidemment, impact au niveau des écosystèmes, et donc écosystémique, qu'un chêne de 500 ans. Il n'y a pas la même... Donc, du coup, on parle maintenant d'une juste compensation. Ça veut dire qu'on doit non compenser en quantité ou en valeur monétaire, mais aussi compenser par rapport au service écosystémique. Donc, évidemment, le choix de la forêt, ça dépend des zones, etc. Il faudrait tenir compte de ce que l'on veut, si on veut restaurer. Ça veut dire qu'autrefois, il y avait quelque chose qu'on a détruit. Si on veut le restaurer, il faut essayer de le restaurer de manière juste, c'est-à-dire d'avoir les mêmes avantages qu'on en a perdus. Alors, pour continuer un peu dans ce domaine-là, ce que je n'ai pas parlé, c'est que maintenant, il y a par exemple des structures qui vont faire ce qu'on appelle un peu des banques de compensation. Ça veut dire qu'elles vont acheter
des zones, des terrains, des zones humides, etc., et vont les faire financer par des sociétés d'autoroutes, par exemple, qui ont construit une autoroute et qui ne peuvent pas réduire ou compenser. Réduire, c'est par exemple mettre un tunnel pour faire passer des animaux, etc. Certains impacts, ils ne peuvent pas le réduire. Par exemple, ils ont détruit une zone humide. Eh bien, ils vont financer, en fait, l'équivalent d'une zone humide, et pas le prix du terrain de la zone humide, mais tous ces services écosystémiques en finançant la préservation d'une zone humide ailleurs qui est... Voilà. Donc, vous voyez, la reforestation, c'est un grand mot, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire où, quelle zone, remplacer quoi, quel type d'arbre, etc. Bien sûr, hein, c'est des éléments qui doivent rentrer en éléments de discussion. Hein. Et la quantité, c'est pas la quantité qu'il faut évoquer. Hein. C'est parce qu'on pourrait vous dire, bon, on va planter 50 000 arbres, mais 50 000 arbres d'un an, c'est pas la même chose que de planter et de préserver. Alors maintenant, on essaie puisqu'on se dit, il y a un décalage dans le temps. Donc, c'est-à-dire si on détruit des arbres de 500, comment on pourrait les récompenser tout de suite? Eh bien maintenant, on achète et on préserve des forêts anciennes qui vont servir de compensation. Ça veut dire qu'en les préservant, on va compenser la destruction d'autres forêts ailleurs. Vous voyez, il y a des systèmes un peu comme ça qui peuvent plutôt que de... voilà, pour compenser justement et pas de compenser simplement au nombre. Parce que ça ne veut rien dire en fait, un nombre ou une... Du coup, est-ce que ça confirme pas un peu ce que vous disiez, notamment avec le risque de rendre la biodiversité monnayable? Ben, oui, c'est justement un truc où il faut faire attention. C'est là où il faudra discuter et se dire, faisons attention que ça ne devienne pas quelque chose de monnayable et donc que ça perd son statut de la nature, puisque ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire notre attirance naturelle vers la nature, puisqu'on en fait partie, et que ça perdrait cet aspect-là, puisque finalement ça deviendrait comme une machine à laver, quoi. Hop, voilà, j'en change, etc. Elle m'embête, elle fait trop de bruit, hop, je change. Ben là, ce bois, il m'embête, hop, on n'a qu'à payer la compensation, on va compenser ailleurs. Vous voyez, il ne faut pas que ça devienne complètement un élément comme le reste. Voilà. Oui. Je vais me remettre devant, comme ça on le voit. Bonsoir. J'aimerais juste apporter un élément de réflexion sur ce que vous venez de dire, sur éviter, réduire et compenser. Les réglementations européennes sont très claires. En premier lieu, c'est éviter. Éviter. Bien sûr. Éviter la destruction des zones qui sont fragiles et qu'on ne pourra pas compenser de toute façon, comme les zones humides, parce qu'on sait que les zones humides, elles ne peuvent pas être compensées, ce n'est pas possible. Donc, ne pensez-vous pas que dans l'enseignement qui est donné aussi à nos enfants, aux scientifiques, on ne devrait pas introduire un peu plus de réflexion sur des domaines de philosophie, d'épistémologie, parce qu'on doit quand même considérer la nature comme un bien commun. Je suis un peu choquée par les services écosystémiques, forcément, mais à un moment, il faut bien aussi donner un prix à ce dans lequel on vit. Mais j'aimerais quand même aussi qu'il y ait vraiment une dimension philosophique à ça. Je suis d'accord. Vous voyez, alors, par exemple, si je reviens juste sur le mot « éviter », c'est que, normalement, dans la loi, il est dit qu'on doit éviter, réduire si on peut, et pourquoi pas s'il reste quelques petits trucs à compenser, mais sauf si c'est des travaux d'intérêt généraux. Ça veut dire qu'une route passera toujours, une autoroute, c'est un intérêt général. Ça veut dire qu'on aura beau détruire une qualité, voilà, ça veut dire qu'il vaut mieux finalement, si elle est obligée de passer, pouvoir d'une manière ou d'une autre essayer de compenser, c'est-à-dire de récupérer quelque chose qui va préserver autre chose, plutôt que de toute façon elle passera, puisque c'est une réserve à la loi. Hein. Ça veut dire que même une zone sensible... Je pense qu'en termes réglementaires, il faut quand même se poser la question sur ce qu'on peut éviter et sur notre croissance de façon générale. Alors là, c'est un débat philosophique, je suis d'accord. Alors là, on est encore plus loin dans le... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que cette problématique que je disais enfin, là, c'est-à-dire de faire attention que comment on conçoit la nature, comment on veut qu'elle soit, c'est une réflexion générale, ça. C'est-à-dire que est-ce que ça devient quelque chose... D'où le risque, c'est que ça devienne quelque chose de monnayable, qui devienne de l'économie. Le droit à détruire, voilà, des choses comme ça, où c'est un élément comme autre chose.
il faut arriver. Alors l'idée quand même, elle n'était pas non plus complètement idiote de valoriser ces services, c'est de se rendre compte que on détruit une forêt, c'est pas simplement 175 € par hectare, mais que ça vaut 1 000 € au minimum. Ça montre une prise de conscience de la valeur. Ça doit rester ça et ça ne doit pas être un objet de spéculation. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait dire aussi, bah, la biodiversité devient de plus en plus rare, ça a un prix, on va spéculer et ça devient de plus en plus cher. Vous voyez l'idée. Il ne faut pas que ça devienne ça. Donc ça veut dire que là aussi, il y a de l'éthique, là aussi, il y a des limites à trouver. Je suis tout à fait conscient que c'est un débat. Vous voyez, à chaque fois qu'on avance, on débloque des choses, mais on se rend compte que ça peut créer aussi des éléments néfastes. On va dans un sens et finalement, c'est contre-productif. Il faut trouver un équilibre aussi, hein, ça c'est évident. C'est des débats à avoir et de réflexion. J'échange le micro. Bonsoir. J'ai juste une question, vous me dites si je me trompe, mais en France, il y a un catalogue des semences. Et vous parlez de diversité variétale. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Bah si, parce qu'en fait, on essaie par exemple de développer de nouvelles. Justement, ce catalogue des semences, il n'est pas fermé. Ça veut dire que on essaie d'introduire de nouvelles semences et de diversifier effectivement les variétés cultivées. Alors qu'à une époque, par exemple le blé, c'était hyper homogène. On essaie d'introduire de nouvelles variétés de culture, alors qui peuvent être soit des variétés de culture ou des plantes qui vont aider, hein, les plantes adventices, là, qui sont des plantes qui sont des couverts végétaux, etc. Donc, il y a plusieurs types de semences, puisque l'agriculteur va acheter ses semences pour faire du couvert végétal. C'est-à-dire que l'hiver, il va produire une plante qui, par exemple, une fabacée, qui est capable, c'est une famille de plantes qui est capable de fixer l'azote, donc de recharger de l'azote dans le sol, de ne pas avoir besoin de rajouter de l'azote. C'est des semences qui ne sont pas des semences de production, mais qui sont des semences adventives ou facilitatrices, etc. Je ne savais pas que le catalogue. Ah bah si, il n'est pas fixé, heureusement, parce que évidemment, ça évolue. Hein. Ouais. Et puis les semenciers sont sensibles à ça aussi, hein, parce que de toute façon, à un moment donné, il y a une évolution. Alors, c'est comme quand on a lutté contre, effectivement, vous voyez, quand on parle de la lutte chimique, certains me disent, oui, mais c'est bien beau là de parler des défenses des plantes, on met du biocontrôle, mais où on en est actuellement, si on enlève le traitement chimique, 80% de la production mondiale est détruite. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas la panacée à tout. Ça veut dire qu'on essaie progressivement de trouver des éléments, mais si tout d'un coup on dit on supprime tout, voilà. Donc, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui mettront 5 ans, d'autres choses mettront 10 ans, d'autres choses mettront 20 ans, mais il faut arriver à enclencher le système, mais, parce que pour l'instant, notre agriculture telle qu'elle est, elle est super dépendante de tout, de l'eau. Vous n'avez qu'à dire aussi, on ne met plus d'eau dans les champs. Bah, il n'y aura plus de plantes. On aura, dépendante de l'eau, dépendante des produits phytosanitaires. On va de plus en plus vers un aspect de biocontrôle, mais pour l'instant, c'est encore une petite proportion. Évidemment. Mais encore une fois, plus on prend conscience et plus la volonté y est, je pense que c'est déjà un pas énorme de dire on veut aller vers là. On n'a pas la solution tout de suite, certains arriveront plus vite que d'autres. Évidemment, il y a le réchauffement climatique qui nous suit derrière, mais à un moment donné, si on ne fait rien et on se dit c'est perdu, bah, autant aller se coucher effectivement tout de suite. Mais on peut essayer de trouver quand même des solutions pour avancer. Certaines sont parfaites, certaines sont plus de l'idéologie, d'autres, vous voyez, bon, on va dans un sens et finalement on dégrade de l'autre sans se rendre compte. Il faut toujours être vigilant et voilà. Comment ? Maintenant, on met en place c'est l'agence de la biodiversité oui. qui lance les atlas de biodiversité communale. Donc, bien sûr. Déjà, de mieux connaître ce qu'il y a chez nous. Bien sûr. Que ce soit de la biodiversité extraordinaire ou ordinaire, c'est bien. Et puis, on peut supposer que derrière, au niveau de la planification de l'aménagement du territoire, on commencera à la prendre en compte si on la connaît. Bien sûr. Pour ça qu'il y a un gros travail qui sont fait sur les friches, par exemple. Une friche, c'est presque la chose la plus naturelle.
C'est-à-dire qu'une friche à la rigueur industrielle ou même une friche rurale, une déprise agricole, tout d'un coup on voit des arbres qui se recréent ou une friche industrielle, il y a des acacias qui apparaissent comme ça au milieu, etc. C'est la nature complètement libre. Et on recrée en fait une zone de naturation, c'est-à-dire vraiment sans intervention de l'homme même. Ça veut dire que c'est vraiment l'état presque le plus naturel possible. Ces friches, elles ont une très mauvaise image. Si vous avez une zone de friche industrielle, on va trouver ça, encore une fois, quelque chose d'impossible. Or, c'est peut-être dans ces zones-là qu'on a des zones de biodiversité à essayer de protéger. Et du coup, il y a des modes de réflexion qui disent « essayons de changer l'image d'une friche qui peut être quelque chose de bénéfique ». Vous voyez, or, encore pour beaucoup, dans un quartier où vous avez quelque chose à l'abandon, où des arbres vont pousser au milieu des trucs, on va trouver ça un peu limite, voilà, où il y a certainement des serpents et puis peut-être pas des loups, mais peut-être un jour, il faut accepter peut-être qu'il y ait des vipères, mais on ne vous demande pas non plus d'aller vous y balader. Si vous voulez vous balader avec vos enfants, vous avez des espaces verts tondus. Si vous êtes avec des plus grands, vous allez dans l'espace vert qui n'est pas tendu. Il faut qu'il y ait chacun, en fait, un endroit pour chacun. Voilà. C'est pas la même en fonction de ce qu'on veut. Voilà. On ne va pas gérer toujours de la même façon. Mais il y a plein de réflexions. Avec les étudiants, quand on discute de ça, ils ramènent toujours des idées. Enfin, on peut discuter sans arrêt parce que ça impacte tellement de choses. Vous voyez, là, c'est pour ça que j'ai voulu brosser ça de manière très générale. Les plantes, leur rôle et leur conception et comment on perçoit ces choses-là, finalement, ça touche à tout. Les services écosystémiques, les plantes sont pratiquement tout le temps. Donc, c'est vraiment un élément essentiel, finalement, comme n'importe quel organisme dans un écosystème. C'est un élément important. Donc, je parle des plantes parce que je suis plus végétaliste, mais les animaux, c'est pareil. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre des plantes pour se coucher, peut-être. Ah non, il y en a encore une. Il est bavard, celui-là. Hein. Je ne sais pas s'il est à l'UBS. Ah, si. Faut m'arracher comme celui-là. J'ai juste une dernière question concernant toute la main-d'œuvre qui serait nécessaire à mettre en place tous ces projets-là. Actuellement, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a trop ou pas assez, justement? C'est la question. De la main-d'œuvre dans quel domaine? Pour faire quoi? Peu importe le domaine. Alors, parce que, par exemple, quand je parlais des métiers de la biodiversité, on se rend compte qu'il y a, pour l'instant, pas beaucoup de gens formés pour répondre à certaines attentes. Et que justement, la fameuse agence de la biodiversité, elle a aussi pour fonction d'essayer de prévoir les métiers de la biodiversité, c'est-à-dire que doit faire cette personne, quelle est sa mission, quelles sont ses compétences, et du coup, de mettre en adéquation les formations pour former ces personnes-là. Parce que beaucoup de gens se forment sur le tas, apprennent un peu, or, on peut mettre toutes nos méninges et notre matière grise pour essayer de concevoir une formation idéale pour répondre à ces attentes, que les gens aient ces connaissances, pourquoi pas d'éthologie, de philosophie de tout ça et des concepts qui peuvent leur permettre. Moi, les étudiants, je finis sur ces choses-là pour leur expliquer, attention, vous voyez, on part dans un sens et finalement c'est un piège. Regardez ça, il faut qu'ils en aient conscience, c'est pas simplement d'avoir un truc tout taillé, voilà la solution, je l'applique. Non, parce que dès qu'on touche à ce qui est vivant et l'écosystème, il n'y a rien de plus variable et on le voit bien. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être prudent. Donc la main-d'œuvre, ça veut dire tous ces métiers de la biodiversité qui sont en train de se développer. Il y en a certains qui existent et il y en a d'autres qui seront certainement inventés dans 10 ans. Hein, des nouveaux métiers de personnes capables de répondre à ces attentes. Merci à tous. Merci.